Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment bien dans son job. Aujourd'hui, accompagner les jeunes qui ont décroché, justement les accompagner vers l'emploi. On va en parler avec Cécile Joine-Lannes, elle est déléguée générale de la Fondation Groupe LBPAM avec une initiative absolument passionnante. Elle va nous en parler dans quelques instants. Le cercle RH, les auto-entrepreneurs. Alors vous avez vu cette polémique qui est née, l'État est endetté, il cherche des marges. Comment préserver le modèle? Parce qu'on est encore dans une phase de concertation. L'auto-entreprise, ça cartonne. On va en parler avec Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État et député. Il est le père de l'auto-entreprise en 2008. Et puis Laurent Grand-Guillaume, ancien député, directeur général du groupe Freeland. Et il avait été le médiateur dans la loi Pinel, on l'a oublié, mais médiateur justement entre les artisans et les auto-entrepreneurs. On fera le point avec eux. On terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Les jeunes travailleurs ne tiennent pas en place. Bah oui, cette génération qui bouge. On en parlera avec Adrien Ledoux, CEO de Job Teaser. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'insertion sociale des jeunes. Alors vous allez me dire c'est un sujet assez classique, mais c'est un sujet qui est porté par une entreprise à travers une fondation et on en parle avec vous Cécile Joine-Lannes. Vous êtes déléguée générale de la Fondation Groupe LBPAM. D'abord un petit mot sur cette fondation et sur votre action, puis on va ensuite parler de cette action très concrète d'insertion sociale. Elle est abritée par la Fondation de France. Absolument. Nous sommes abrités par la Fondation de France. Donc la Fondation Groupe LBPAM intervient depuis près de 20 ans maintenant dans les domaines de l'insertion sociale et professionnelle, de l'éducation et de la santé mentale pour des jeunes en particulier qui ont des difficultés sociales, économiques. Voilà. Juste un mot, et on reviendra ensuite sur l'action, parce que vous déléguez ensuite ce choix presque philosophique à des associations sur le terrain, mais pourquoi ces choix au sein de la Fondation et au sein donc de l'entreprise? Pourquoi avoir fait ces choix? Alors, peut-être que effectivement, il faut prendre les choses à la racine. Et oui. La racine, c'est l'éducation. Exact. L'éducation nous paraît être un sujet indispensable pour permettre à des jeunes qui viennent de milieux sociaux défavorisés d'accéder à l'emploi et un bon emploi pour être épanouis dans leur vie d'adulte. Et puis la santé mentale qui est le troisième axe sur lequel on intervient. Important ce sujet, impacté pendant le Covid. Très important, bien évidemment, en particulier pendant et malheureusement depuis, et après, bien sûr. depuis, puisque la population, on va dire de 3-20 ans, est aujourd'hui la population la plus touchée et la plus impactée par des souffrances psychologiques. Donc la Fondation a décidé de mettre un accent particulier sur du soutien à des projets autour de la santé mentale. Vous pilotez une association, les Maisons des Jeunes Talents. Ouais. C'est une très belle initiative et je vous vois sourire parce que je pense que c'est important aussi. Ça fonctionne comment et quel est le but final? Alors, je refais un petit peu d'histoire. Donc la Fondation a décidé de créer son propre programme par le biais de cette association en 2010, donc il y a 15 ans, cette année, on fête nos 15 ans. Donc l'objet de la mission de l'association, c'est d'accompagner d'accompagner tout simplement dans toutes les dimensions des jeunes élèves brillants à haut potentiel pendant leurs 2 années de classe prépa à Paris et Lyon. Ce sont des jeunes qui ont un potentiel, mais qui, pour beaucoup d'entre eux, n'auraient pas osé ou n'auraient pas eu les moyens d'aller en prépa. Ça veut dire parce qu'ils sont boursiers. Concrètement, Cécile, vous les aidez financièrement, vous les accompagnez sur leur fourniture scolaire, vous les accompagnez dans leur vie quotidienne. Comment ça se passe concrètement? Alors très concrètement, on les héberge, on leur fournit un hébergement gratuit. Important à Paris et à Lyon. À Paris et à Lyon pendant leurs 2 années de prépa. On leur fournit des preuves de soutien pour leur permettre de continuer à travailler et à être au niveau
niveau. Et à se fortifier pendant ces 2 années de prépa qui sont une filière d'excellence. Et qui sont très dures. Pour leur permettre de réaliser leur passion, qui est d'intégrer une grande école française. Ça veut dire que vous mettez à disposition ces professeurs. Oui. Il n'y a pas d'argent qui est versé à ces jeunes comme un petit pécule. Il n'y a pas de bourse. Il n'y a pas de bourse. Nous ne versons pas de bourse. Comment on accède à l'accès de cette fondation et de cette aide? Parce que c'est quand même génial de pouvoir permettre à ces jeunes d'accéder à HEC, d'accéder à Normal Sup et aux écoles d'ingénieurs. J'imagine que ce sont les enjeux. Absolument. Comment on fait? Notre enjeu, c'est pas qu'ils entrent à HEC ou à Polytechnique. Notre enjeu, c'est qu'ils intègrent l'école qu'ils souhaitent intégrer. Exactement. Ça, c'est important pour nous. Alors, je ne peux pas ne pas vous donner nos taux de réussite. Bah oui. 2024, 93% de nos étudiants, de notre cohorte d'étudiants accompagnés à intégrer une grande école. 2023, 100% d'entre eux. Waouh. Et là, vous avez des alumni depuis le temps où vous avez. Bien sûr. Il y a ceux qui ont maintenant un emploi et qui disent mais je suis passé par là. Mais absolument. Et qui deviennent des mentors de nos jeunes, qui donnent pour certains d'entre eux des cours, qui les préparent aux entretiens de personnalité au moment des concours, qui sont à leur côté au quotidien pour leur dire moi aussi j'ai connu cette galère, moi aussi j'ai cru que ça n'allait jamais s'arrêter, mais tu verras, on est au bout du tunnel. Cécile, avant de nous quitter, je veux simplement préciser que dans le Tour de France qui est fait par la Fondation, là vous êtes en Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, on est d'accord, en 2025 2025, Nouvelle-Aquitaine, 2024, nous étions en Occitanie. 2025, ça veut dire qu'on vous trouve où avant de nous quitter là, si on veut... On est en plein appel à projet. Voilà. Donc toutes les associations qui œuvrent pour l'éducation, l'insertion socio-professionnelle et la santé mentale de la Fondation Groupe LBPM. On attend vos projets. Donc associations qui ont beaucoup d'idées dans le cadre de l'insertion et de tous les thèmes que vous portez. Absolument. Et ce sont elles qui sur le terrain seront les actrices des transformations, de l'accompagnement. Bravo pour ce que vous faites. Merci. En tout cas Cécile, à travers vous, Cécile Joindeland, c'est la fondation à laquelle je pense du groupe LBPAM. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. On tourne une page, c'est le cercle RH, les auto-entrepreneurs. Alors tout le monde en parle et parfois, ça a été la première marche pour devenir un entrepreneur, un chef d'entreprise. Parfois même, ça a été la marche pour créer son emploi. On en parle avec mes invités parce que ce statut d'auto-entrepreneur, de micro-entreprise, a été malmené ces dernières semaines, peut-être même supprimé puisqu'il y a un temps de concertation. On en parle avec ceux qui ont créé ce statut. C'est le cercle RH, c'est le débat de Smart Job. Le cercle RH pour parler des auto-entrepreneurs. Alors ça a changé de nom, micro-entreprise, auto-entrepreneur. Vous avez compris de quoi on allait parler. Évidemment, l'État est endetté et c'est vrai qu'il cherchait 400 millions d'euros. Et on rabote la TVA attenant à ce statut très particulier. Où en sommes-nous exactement? C'est un temps de concertation. Ça veut dire que le statut est pour l'instant pas tout à fait encore sauvé. Et on en parle avec ceux qui sont des acteurs de ce dossier, qui l'ont même créé. Hervé Novelli, merci d'être là. Ancien secrétaire d'État, vous avez été député de longues années et vous êtes le père de l'auto-entreprise en 2008. 2009. Application 2009, mais début en 2008. Voilà, voté en 2008. Et ça cartonne depuis, puisqu'on est à presque 3 millions aujourd'hui d'auto-entrepreneurs. On y reviendra avec vous. Et vous êtes monté au créneau dans les premiers pour dire attention, attention. Et puis à vos côtés, quelqu'un que vous connaissez bien, parce qu'il était député aussi à l'Assemblée nationale. Alors pas du même parti politique à l'époque que vous. Laurent Ganguillaume, bonjour. Bonjour. Ancien député, directeur aujourd'hui, directeur général du groupe Freeland, avec du portage salarial. On en parlera. Et puis, territoire zéro chômeur, ça, c'est ce que vous portez depuis de longues années. Et 2013, pour bien situer le débat, vous avez été médiateur, et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, entre les artisans qui disaient on ne peut pas créer ce statut parce qu'on va avoir une concurrence déloyale. 12 ans plus tard, 11 ans plus tard, le débat était le même. Sur les plateaux de télé, les artisans disaient c'est tant mieux, ils nous piquent notre travail et ils nous brisent des taux de TVA. Vrai ou pas vrai? Est-ce que réellement l'auto-entreprise... Mais non, parce qu'en fait, ça serait malthusien. En gros, ça voudrait dire que l'un chasse l'autre, alors qu'en réalité,
il y a beaucoup d'artisans que j'ai rencontrés qui travaillent avec des auto-entrepreneurs. En prestation. Bien sûr, voire même des artisans qui utilisent pour eux-mêmes le régime d'auto-entrepreneur. Donc je pense qu'il faut sortir des statuts qu'on oppose. C'est comme quand on oppose un salarié et un indépendant. Aujourd'hui, d'ailleurs, dans la vie, maintenant, on fait appel à différents statuts au cours de sa vie. Et on peut être les deux en même temps, d'ailleurs. Exactement. Oui, bien sûr. Hervé Novelli, ça vous a choqué le fait qu'on veuille toucher à ce taux? Alors c'est le taux de TVA, parce que c'était ça l'enjeu, avec des seuils, puisque quand on dépasse le seuil, c'est le cas encore aujourd'hui, on paye une TVA comme si on avait une SARL, et en dessous de ce seuil, on est exonéré. Oui, ça m'a vraiment choqué, et c'est pour ça que je suis monté, comme vous l'avez dit, parmi les premiers au créneau, pour 3 raisons simples. D'abord, il faut savoir, au-delà de la TVA et des rentrées que cela serait supposé procurer, il faut savoir qu'aujourd'hui, enfin en tout cas en 2024, il y a eu 1 million d'entreprises qui se sont créées. Sur ce million d'entreprises, il y en a 700 000 qui l'ont été sous le statut d'auto-entreprise, micro-entreprise. Micro-entreprise, oui, aujourd'hui. Ça change de nom. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on s'attaque aux micro-entrepreneurs, parce que c'est une véritable attaque en règle, puisqu'il ne faut pas croire que ça ne sera pas sans conséquence, et je vous en dirai un mot, oui. On s'attaque à la création d'entreprises. Quel signal... C'était votre philosophie à l'époque. Bien sûr. Quand, moi, je voulais simplifier la création d'entreprises. Et donc, on donne un signal terrible. La France s'attaque à ses créateurs. Voilà, c'est ça, et c'est pour ça que ça m'a indigné, et d'autant plus que, en fait, ce sont les créateurs pauvres. C'est-à-dire qu'on s'attaque non seulement aux créateurs, mais aux créateurs qui ont du mal à s'en sortir. Et troisième élément, ça n'aura aucun effet, sauf que ça va entraîner une accélération du travail au noir, dont on voit qu'il est déjà très présent dans le bâtiment. Exactement ce que je voulais dire. La dernière enquête le démontre. Exact. Donc on n'a pas besoin des auto-entrepreneurs pour faire du travail au noir dans le bâtiment. C'est ça le sujet. Et il faut savoir, dernier point, pour camper le décor, qu'il y a 11% d'auto-entrepreneurs qui sont employés, qui font des prestations dans le bâtiment. C'est-à-dire que 9 micro-entrepreneurs sur 10 sont hors de la branche qui se plaint le plus parce qu'on ne les a pas entendus, les autres. C'est le BTP et c'est ceux qui sont montés au créneau déjà en 2013. Enfin, je pense réellement que s'il y avait de la concurrence déloyale, ce que je m'étais attaché à combattre lors de l'adoption de la loi, qui date déjà, au bout de 15 ans, s'il y avait une concurrence déloyale au bout de 15 ans, il n'y aurait plus aucun artisan du bâtiment, soyons clairs. La concurrence déloyale qui dure pendant 15 ans, alors qu'on voit toute la peine du monde que l'on a à trouver un artisan pour faire des travaux chez soi, quand on habite à la campagne comme moi le plus souvent, c'est quand même l'inanité d'un argument qui m'a indigné. Il y a un sujet qui était ouvert par la loi de 2008, application 2009, posée par Hervé Novelli, c'est-à-dire la France est un pays de créateurs d'entreprises et il faut leur donner la possibilité de le faire. Et quand on regarde les chiffres, on voit que certains, pas tous, en fait, sont en complément d'activité. C'est-à-dire qu'ils sont auto-entrepreneurs parce qu'ils ont une passion, parce qu'ils vont développer un petit business et qu'à côté, ils sont salariés. Je ne l'avais pas vu. Ça, vous ne l'aviez pas anticipé. Parce que lorsque j'ai créé, c'était faciliter la création. Exact. Et puis je me suis aperçu très vite, c'est très intéressant. au bout de la première année, qu'en fait, il y avait un auto-entrepreneur sur 2, quasiment, qui souhaitait un complément de revenus, ce qui démontre les difficultés de notre pays en termes de pouvoir d'achat et la réalité. Et donc, un complément de revenus, c'est bien. Et au nom de quoi voudrait-on couper la moitié des auto-entrepreneurs, leur dire non, vous n'avez plus le droit parce que ça doit être fait que pour les créateurs qui se développent, comme je l'entends dire, avec une durée limitée. Créer votre boîte, créer des salariés. Non, tout ça ne résiste pas. Laurent Grand-Guillaume, vous avez été le médiateur à l'époque 2013, je le dis, mais est-ce qu'aujourd'hui, et peut-être que vous avez des infos, parce que je pense que vous suivez ces dossiers d'assez près, le ministre a dit on va rentrer dans une phase de concertation. Alors vous avez été ministre, c'est jamais très très bon une phase de concertation, parce qu'on a parfois une idée préconçue, puis on a passé quelques mois, puis ensuite on réforme. Est-ce que le statut est en danger? D'abord, je pense que le pire, ce serait de ne pas décider, il faut prendre des décisions, et rapidement. Pourquoi? Le danger, ça serait de ne rien faire. Mais le mal est fait déjà. Le mal est fait puisque le signal qui a été envoyé aux créateurs est un signal négatif. Il a été déjà intégré par ceux qui veulent créer. Donc c'est vraiment anxiogène. Déjà, je pense que le monde est suffisamment anxiogène pour en rajouter sur le plan économique où le contexte est aussi difficile. Donc le mal est fait. Donc maintenant, il faut pas faire une concertation pendant 2 ou 3 mois. En 2013... Qui se concerte? Vous avez été concerté, vous, sur le sujet?
J'ai eu la ministre, je la revois à sa demande dans quelques jours. D'accord. Et je vais lui dire que, pour prolonger un peu ce que dit Laurent, il faut abroger tout de suite cette mesure pour mettre fin à l'incertitude. À l'incertitude. D'accord. Et ensuite, si l'on veut se livrer à une véritable enquête, analyse, étude d'impact sur tel ou tel aspect de ce statut, pourquoi ne pas le faire, mais en entendant tout le monde et en ouvrant le jeu. Il y a beaucoup plus que la TVA qui doit être traitée dans ce pays. Il y a notamment le statut des indépendants, la précarité dans laquelle ils se trouvent, on en parlait à l'instant. Et la couverture sociale. Oui, et les risques qu'ils prennent, ou avec un risque de requalification en salarié, comme l'Union européenne souhaite le faire. Donc tout cela, ça me semble beaucoup plus important que de faire rentrer 400 millions d'euros dans les caisses de l'État. Ces 400 millions, je vous l'annonce, ne rentreront jamais parce que les gens s'arrêteront au seuil. Ils s'arrêteront juste avant. À 25 000, à 24 900. Et puis le reste, ce sera au noir, comme on dit, et tout ça sera négatif. Vous qui travaillez sur territoire zéro chômeur, c'est quoi? L'auto-entreprise, c'est aussi un marchepied pour... Parfois, on n'a pas l'emploi dans l'entreprise qui va bien et on crée son entreprise pour créer cet emploi, après tout. Toutes les dernières études montrent qu'en fait, en France, on a une polarisation du marché du travail avec des personnes qui ont peu de qualifications, d'accord, et qui ont beaucoup de mal à trouver un emploi. Et donc, clairement, soit il y a des dispositifs qui sont comme territoire zéro chômeur qui permettent à des personnes d'avoir accès à un emploi, soit ces personnes, parfois aussi, tentent la création d'activités. Et donc c'est une possibilité, une liberté qui est laissée aux personnes de pouvoir le faire. Il y a des réseaux comme l'ADI ou d'autres réseaux qui accompagnent ces personnes. Ils sont contre ils sont contre la mesure. On les a reçus, l'ADI. On a là, je le dis, puisque j'avais aussi co-présidé le Conseil de simplification pour les entreprises auprès du Premier ministre à l'époque, la plus grande loi de simplification pour les entreprises intervenue depuis 40 ans, c'est la loi qu'a portée Hervé Novelli avec l'auto-entreprise. D'accord ? La seule chose... Bel hommage. Oui, parce que la seule chose qui a vraiment fonctionné pour faciliter la création d'entreprises en France ces 40 dernières années, c'est l'auto-entreprise. Moi, j'ai pensé en 2013, en toute sincérité, qu'une fois que la médiation avait été terminée et qu'il y a eu unanimité au Parlement pour adopter les amendements de sortie de crise, on avait un consensus politique, on va dire, sur lequel on ne reviendrait pas. Or là, on a une bêtise. Là, c'est des raisons comptables, excusez-moi, qui justifient la réforme. Parce que j'ai le sentiment qu'un gouvernement un peu aux abois et de rendement. Et Bercy dit, écoutez, essayez de rogner sur la TVA des auto-entrepreneurs. Sauf que pour faire rentrer des recettes fiscales, il faut créer des richesses. Exact. Si vous voulez, parce qu'il y a un moment donné, vous voyez, ça fonctionne plutôt comme ça. Donc, Mais juste un mot, parce que vous suivez ce dossier, vous proposez, vous allez le faire à la ministre, remettons à plat, faisons une photographie de la situation, projetons-nous vers l'avenir. J'ai vu quand même qu'il y avait beaucoup de femmes qui créent leur entreprise. Si les chiffres sont bons, je crois que ça vient du président qui gère le lobby auto-entreprise, 3,5 millions d'auto-entrepreneurs, dont 3 500 s'inscrivent chaque jour. Oui. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Les femmes peinent. Elles peinent pour accéder au soutien financier. Bien sûr, il y a beaucoup d'améliorations à apporter. Cette loi, elle date de 2009. Et donc améliorer cette loi, mais dès demain, il faut le faire. Mais il y a une volonté politique lutter contre cette avancée. Et c'est pourtant ce qu'un gouvernement de centre droit... qui normalement devrait être les bras ouverts. À faire. Donc là, je reste très mobilisé. Je suis très mobilisé. C'est ce que je dirais à la ministre. Et abrogeons le plus vite possible. Mais il y aura des initiatives parlementaires, je peux vous l'annoncer ici, qui abrogeront ce dispositif, ou en tout cas qui proposeront l'abrogation de cette mesure pour revenir à la situation hantée, et ensuite ouvrir le jeu d'un rapport qui pourrait être rendu à la fin de l'année pour ouvrir le jeu et enfin améliorer ce statut pour qu'il produise ses pleins effets. Laurent Grandguillaume. C'est aussi peut-être prendre le sujet différemment. Pourquoi on ne prendrait pas ce qui fonctionne chez les auto-entrepreneurs, dans la simplicité. Et de le transposer. Et on pourrait étendre justement la simplicité. C'est pas bête. Bah oui, bien sûr. C'est juste du bon sens. Rappelons quand même que la simplicité, c'est le fait de la créer, l'entreprise. La création même juridique est simple. Et on ne génère de charges
que lorsqu'on a de l'activité. Donc, il faut que ceux qui nous regardent... Oui, parce qu'à l'époque, c'était le RSI, c'était très Exactement. Il y avait Alors, 2 ans de décalage. Enfin, c'est ça qui est génial. Oui. Pas de chiffre d'affaires, pas de charge, c'était le slogan. Oui. de lancement Et ça a été maintenu depuis la création en 2009 du statut. Oui, comme les plafonds de TVA, parce que les plafonds de TVA n'ont pas changé, à part la revalorisation annuelle au niveau de l'inflation, ils n'ont pas changé, ce qui prouve que c'est un élément très, très important. Et là, sans concertation, sans rien, boum, pour faire plaisir à quelques lobbies et assurer une mesure de rendement, on s'apprête à détruire ce qui a marché. Rappelons quand même, vous l'avez précisé, Hervé Novelli, que l'Europe essaie un peu de détricoter parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent en prestation. Alors je pense à des graphistes, je pense à des créateurs, je pense à des gens qui sont en auto-entreprise et qui ne veulent pas entrer dans l'entreprise. Il y a une forme de philosophie aussi dans certains corps de métier. Ils ne veulent pas être salariés. Bien sûr, mais c'est plus qu'une philosophie, c'est une tendance profonde, notamment chez les jeunes. La Gen Z. Moi, je suis très, très frappé de voir combien les jeunes se disent bon, salariat toute la vie, ça ne me convient pas. Moi, je préfère bosser quand j'en ai envie, pouvoir le faire, m'arrêter, passer à autre chose, revenir. Et c'est ce qu'il faut proposer, des statuts qui soient adaptés à une nouvelle génération, à une nouvelle manière d'envisager la vie et le travail. C'est intéressant parce qu'il y a une sorte de levée de bouclier général de plein de personnalités différentes venues de tous les horizons, politiques, économiques, qui ont dit on défend l'auto-entreprise. Ça vous a surpris? Vous vous êtes dit après tout, ça veut dire que parce que le système est bon, parce que l'outil est bon? Moi, ça ne m'a pas surpris du tout, parce qu'il y a une appétence des Français pour créer des activités déjà. Premièrement, on le voit avec le succès de l'auto-entreprise, on l'a vu avec le succès de la société unipersonnelle, qui s'est beaucoup développée, le portage salarial aussi, des coopératives d'activité, enfin plein de statuts différents qui ont émergé au fil du temps, qui se sont développés. Très bonne nouvelle. Donc soyons plutôt fiers de cela, et c'est pourquoi d'ailleurs l'unanimité m'a pas, autour de l'idée, je n'ai pas du tout été surpris, au contraire, et beaucoup ont réagi très vite, et c'est très bien, parce qu'il faut arrêter d'embêter les gens en fait, avec des mesures qui ne vont pas générer de nouvelles recettes fiscales, mais qui au contraire vont les réduire. C'est ce que dit Hervé Novelli. Les entrepreneurs s'arrêteront juste à 200 € en dessous et le reste sera fait de la main à la main. Donc il n'y a pas d'entrée de fiscale. Chaque auto-entrepreneur, mais ce qui est impossible. C'est impossible, mais il faut le craindre. Vous ne l'avez pas précisé, la ministre de tutelle, c'est Astrid Panosyan-Bouvet. C'est elle que vous rencontrez sur ce dossier? Non, c'est la ministre qui a été chargée par le ministre de l'économie et des finances de gérer ce dossier. Il s'appelle Véronique Louwagie, la ministre déléguée au PME. Au PME, c'est Véronique Louwagie qui était une députée de mémoire LR et qui effectivement s'occupe de ces sujets. Donc vous l'avez convaincue ou il reste à la convaincre? Nous allons continuer d'en discuter, mais elle est ouverte, mais encore faut-il savoir où atterrir. Voilà. Et peut-être un Grenelle, ou alors un conclave sur l'auto-entreprise, parce que c'est un peu le mot à la mode. Plus qu'un conclave, il faut une abrogation brutale. On l'a compris. Et se projeter vers l'avenir. Merci Hervé Novelli, ancien secrétaire d'État. Vous êtes le père de l'auto-entreprise en 2008 et on voit les effets, les succès et vous avez été député évidemment. Et Laurent Grand-Guillaume, ancien député, vous êtes aujourd'hui directeur général du groupe Freeland. Merci de nous avoir rendu visite. Et puis territoire zéro chômeur, je le dis parce que ça c'est ce que vous portez depuis plus de 10 ans maintenant. Bientôt 10 ans, oui. Bientôt 10 ans. Vous voyez une décennie d'action sur ce sujet. Cela ne nous rajeunit pas par ailleurs. Merci à vous messieurs. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi et j'accueille mon invité. Fenêtre sur l'emploi pour parler des jeunes travailleurs. Alors, ils ne tiennent plus en place, c'est notre punchline, mais on voit cette génération Z qui bouge beaucoup, qui est très mobile, qui va s'arrêter de travailler pour voyager. On en parle avec vous, Adrien Ledoux. Je suis ravi de vous accueillir. CEO, fondateur de Job Teaser, qui est déjà venu sur notre plateau. Comment vous les regardez, ces jeunes? Parce que vous êtes dans le job board, vous les voyez, ces jeunes qui prennent un emploi et qui partent. C'est quoi? Il reste combien de temps? C'est quoi la durée moyenne d'un job chez un jeune? Alors nous, effectivement, on est bien positionné puisque en étant au cœur d'un écosystème entre entreprises, écoles, universités, on a beaucoup de données et notamment à travers d'études qu'on fait. Et la dernière, elle était auprès de 6000 étudiants. Donc c'est quand même assez représentatif. Et ce qu'on voit, c'est qu'il reste en moyenne maintenant 18 mois. Sur la première expérience, et comme on a un peu d'historique, on voit que c'est un chiffre qui baisse chaque année. Donc la première expérience, c'est 18 mois, et après, l'étudiant va vouloir bouger. Donc il y a 300 000 jeunes qui rentrent sur le marché, des jeunes diplômés, quelles que soient les écoles d'où ils sortent, et en moyenne, ils vont rester 18 mois. Ça veut dire que si on se met en contre-champ,
avec le chiffre que les RH vont voir à travers notre émission, ils se grattent la tête quand même. Ils se disent, bon, bah, lui, c'est pas la peine de surinvestir parce que dans 18 mois, on le perd. C'est compliqué, ça, pour une entreprise. C'est-à-dire qu'il y en a qui commencent à intégrer le fait que ça doit être dans leur politique de recrutement, de prévoir que ça va... Ils ne vont pas rester longtemps. Il y en a qui mettent en place des politiques même d'employés boomerang. Elles savent qu'ils vont venir pour un instant T, elles l'assument et espèrent peut-être qu'il reviendra plus tard. Ouais, c'est comme ça que certaines entreprises s'adaptent. Ce qui d'ailleurs arrive, je fais un voyage, je pars, je vis ma vie, puis je reviens dans la boîte parce que c'est sympa. Ils ont une vision positive, dites-vous, dans votre ça, c'est la bonne nouvelle. Mais sans concession. Voilà. Alors, c'est que parfois, on a une image de cette génération Z comme ne voulant pas travailler, etc. Et là, nous, on a trouvé très rassurant, c'est qu'ils sont plus de 94% à penser que l'entreprise est un lieu épanouissant et 83% ont une image positive. Donc c'est quand même énorme. Mais effectivement, sans concession, parce qu'ils savent que c'est un lieu qui peut être stressant et qui voit comme très vertical, très top-down. Alors on voit Adrien, c'est des aspirations des jeunes. Au-delà de leurs aspirations, 63% veulent un environnement bienveillant, professionnel bienveillant, une bonne relation avec l'équipe à 62%. Ouais. Donc ça, pour eux, c'est vraiment les éléments clés. Ouais. 61%, donc c'est tout près là aussi, un bon équilibre vie pro, vie perso, ça ressort beaucoup et régulièrement. 60% un travail qui a du sens et 60% une bonne rémunération. Enfin, je veux dire, c'est un peu le mouton à 5 pattes que cherche la génération Z. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que déjà, il y a des différences entre les populations. C'est-à-dire qu'entre les écoles d'ingénieurs, écoles de commerce et universités, ce n'est pas les mêmes critères. Par exemple, école de commerce, ça va être plus le salaire, qui est très important. École d'ingénieurs, eux, ça va être plutôt métier passion, le sens. Et donc, l'entreprise doit s'adapter. Mais c'est vrai qu'on voit bien qu'ils ont des critères qui sont variés et qu'il faut cocher pas mal de cases pour les attirer. Cette volatilité donc pose des questions évidemment sur la manière dont on accueille ces jeunes, la manière dont on va les accueillir. Oui. Ils cherchent quoi? Du CDI, du CDD? Ils seront plutôt, on a beaucoup parlé d'auto-entreprise, sont plutôt entrepreneurs ou slasheurs. C'est quoi les profils là qui sortent du marché? Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y en a, et ça c'est aussi une nouveauté, un des grands messages forts de l'étude, c'est qu'il y en a 40% qui ne veulent pas de CDI. Donc ça, c'est quand même nouveau aussi. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Du CDD pour certains, et c'est nouveau. Ça rime avec liberté? Oui, je pense, le fait d'être plus flexible. Certains, ça va être d'être entrepreneur. D'autres, c'est des VIE, le gradué de programme, freelance. Donc c'est ça les nouveaux contrats qu'on voit émerger. Maintenant, il y en a toujours encore 60% qui veulent un CDI. Ça reste quand même massif. Mais l'évolution, elle est là. Plus de flexibilité, plus de liberté. Et vous le disiez tout à l'heure, il y a quand même des typologies, ça votre étude le met quand même en valeur, entre ceux qui sortent d'écoles de commerce et ceux qui sont des ingénieurs. Dans les deux cas, ils ont un désir de bouger. Dans les deux cas, dans ces deux pôles, il y a même 3 pôles, parce qu'il y a les universités aussi. C'est vrai, voilà. Et donc, effectivement, ils ont tous envie de bouger. Le côté université, c'est là où ils ont le plus envie de bouger, parce que là, c'est 12 mois, première expérience. École de commerce, c'est plutôt 18, et école d'ingénieur, un peu plus de fidélité, puisque là, on est sur 23-24 mois, donc un peu plus longtemps. Par contre, ils ne vont pas tous espérer la même chose, c'est-à-dire qu'école d'ingénieur, ils sont plutôt sur des grands groupes comme des PME. Université, c'est pas mal des PME, notamment en région, et les étudiants d'école de commerce, plutôt les grands groupes, qui sont rassurants et un tampon sur leur CV. En tout cas, ça réinterroge pour ceux qui nous regardent, évidemment, parce que vous êtes coté, évidemment, étudiant allant sur un marché du travail, mais ça réinterroge aussi les RH sur la manière dont ils peuvent ou pas engager cette nouvelle génération. Exactement. Il faut que l'entreprise soit vigilante à adapter sa communication, à cibler, parce que je ne peux pas communiquer de la même manière selon l'audience que je vais cibler, et aussi à proposer des parcours de mobilité. Parce que quand on dit 18 mois, ça peut être un changement de poste dans la même entreprise. C'est 18 mois, c'est le temps sur le premier poste, mais ils peuvent changer dans l'entreprise. Job teaser, plugué, connecté auprès de la plupart des écoles. Oui, on a 800 écoles maintenant universitaires en Europe. Merci Adrien Ledoux, CEO, fondateur de cette belle entreprise. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous dis à très bientôt. Merci à vous qui nous regardez, c'est la fin de l'émission. Merci à toute l'équipe. Merci à Xavier à la réalisation. Merci à Héloïse. Et merci évidemment à l'incontournable Nicolas Juchat. Merci à vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.